En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Toute la Gaule est occupée. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté beaucoup plus loin que ça. On s'était arrêté au moment où l'Empire romain, qui manque de plus en plus de soldats et qui est dans une mouise pas possible pour faire régner l'ordre et faire respecter ses frontières, l'Empire romain signe des fédus avec des peuples barbares qui sont à ses frontières. Et là, en gros, comme on le disait, il y a des guerriers barbares qui se mettent à servir Rome contre de l'argent, mais aussi contre des terres administrées. Et c'est là qu'il va y avoir un bon gros problème que l'Empire romain n'avait pas vu venir. C'est que ces peuples barbares fédérés ne se contentent pas seulement d'administrer les terres que l'Empire romain leur donne. Pas du tout. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se mettent carrément à fonder des royaumes et à revendiquer leur indépendance totale vis-à-vis de l'Empire romain. Et donc sur le territoire même de l'Empire. Par exemple, il y a les Visigoths qui fondent un royaume en Aquitaine. Il y a les Alains, alors eux ils ne sont pas germaniques, mais ils fondent aussi un petit royaume près d'Orléans. Il y a les Burgondes et les Alamans qui s'établissent le long du Rhin. Et ça, pour l'Empire romain, mais c'est juste un bazar, mais monstrueux quoi. Et il faut impérativement remettre au pas tous ces peuples fédérés qui se rebellent. D'autant plus que parmi ces peuples barbares, il y en a qui sont très violents et qui s'attaquent directement à des villes et des villages romains comme ça quoi. Donc bon, c'est pas la joie quoi pour l'Empire romain. Mais à côté de ça, il y a un peuple en particulier qui se tient assez tranquille, qui ne revendique pas son indépendance et qui ne fait pas tellement suer l'Empire romain, c'est le peuple des Francs. Les Francs, ils servent bien l'Empire romain, il n'y a pas de problème avec eux. Et là, prenant compte de ce fait notable quand même, l'Empire romain fait une grosse erreur sans le savoir. Enfin, une grosse erreur, vous allez voir. En fait, le général romain qui est en charge à ce moment-là de la défense de la Gaule, qui s'appelle Aetius, il se dit, bon, c'est bon, les Francs, ils sont tranquilles, on risque pas grand-chose avec eux. Et donc, il prend la décision de dégarnir quasiment toute la Gaule belgique de ses soldats. La Gaule belgique, c'est la région où se trouvent les Francs. Pour les envoyer, donc, ces soldats combattre au sud contre les Burgondes, les Alains, les Visigoths, etc., tous ceux qui se rebellent, en fait. Sans compter que vous avez aussi des rébellions antifiscales. En gros, la logique d'Aetius, là, elle fait sens. C'est les Francs qui sont en Gaule belgique, ils se tiennent tranquilles, il n'y a pas de revendication d'indépendance, rien, ils servent bien l'Empire romain, il n'y a pas à être inquiété. Donc, je retire mes troupes de là pour les envoyer là où c'est la mouise. Et c'est pas bête apparemment, ouais. Et sauf que ça n'est qu'une apparence. Parce que d'un coup d'un seul, la Gaule belgique se retrouve de fait vidée de tous ces soldats romains. Et là, quand les Francs voient ça, ils se disent « mais on va tellement foncer quoi, annexion du territoire ». Et c'est ce qu'ils font, ils annexent et ils conquièrent ce qu'ils ont devant eux les Francs, puisqu'il n'y a plus de soldats romains pour protéger ces terres. Alors au passage, celui qui guide les Francs, donc les Francs saliens à ce moment-là, c'est Clodion, dit Clodion le Chevelu. Alors on n'est pas tout à fait certain qu'il ait vraiment existé, mais bon c'est ce qui est communément admis parce qu'on n'a pas assez de sources à ce sujet. On a celle de Grégoire de Tours évidemment, mais bon ce sont des sources très discutables, celle de Grégoire de Tours. Mais bref, en tout cas à ce moment-là, les Francs annexent des territoires de l'Empire romain qui vont bien au-delà de ceux qui sont supposés occupés par Fédus. Et alors là, quand Aetius apprend ça, donc le général romain, il met un énorme stop à Clodion et aux Francs et il leur ordonne de ne plus avancer. Et Clodion, le roi des Francs donc, accepte de ne plus avancer sans faire de chichi. Il ne proteste pas. Il dit « Ok mon vieux, on n'avance plus ». Et là, on pourrait se dire que ça va être une guerre sanglante entre l'Empire romain et les Francs qui ont osé annexer des terres sans autorisation. Et bien la grande surprise, pas du tout. Mais vraiment pas. En fait, à ce moment-là, personne ne déclare la guerre à personne parce que ça n'est tout simplement dans l'intérêt de personne. Du point de vue de Clodion et des Francs, ça ne servirait à rien d'attaquer l'Empire romain pour essayer de grignoter encore un peu plus de terre parce que l'Empire romain, bon, il est certes en train de décliner, il est en crise, etc., mais il reste quand même assez puissant pour mater les Francs. Et du point de vue d'Aetius et de l'Empire romain, ça ne servirait à rien non plus d'attaquer et de supprimer les Francs. Bah non, déjà parce que ça ferait perdre des soldats romains dans la bataille, mais en plus parce que ça les priverait d'alliés potentiels. Parce que les Francs, rappelons-le, ce sont des alliés de l'Empire romain. Et là, les Romains, justement, ils vont bien avoir besoin d'alliés
comme on va le voir. Et donc, pour être sûr que les Francs restent bien alliés de Rome, Rome accepte quelque chose d'inouï. L'Empire romain accepte que Clodion et les Francs obtiennent par Fédus les territoires qu'ils ont conquis. Avec entre autres les fameuses villes de Tournai et de Cambrai, qui n'a rien à voir avec la ville de Combray de Proust, hein, rien à voir. Du coup, voilà à quoi ressemble à peu près la situation après l'épisode Clodion versus Aetius. Les Francs ont pas mal avancé, c'est en jaune sur la carte. Or, comme on l'a dit juste avant, Rome allait justement bien avoir besoin d'alliés à ce moment-là. Et pas simplement pour mater les rébellions des autres peuples fédérés en son sein, vraiment pas. C'est aussi parce que à ce moment-là, il y a une énorme menace qui arrive de l'Est sur l'Empire romain et qui fait vraiment, mais vraiment flipper tout le monde. Ce sont les Huns d'Attila. Les Huns qui ont avancé de l'Est jusqu'aux portes de l'Empire romain. Sans compter que les Huns, mais ils ravagent absolument tout sur leur passage. Vraiment, ils massacrent tout le monde, quoi. Les peuples barbares, entre guillemets, eux-mêmes, fuient devant les Huns et demandent refuge au sein de l'Empire romain. C'est hallucinant. Donc vous imaginez bien que l'Empire romain accepte d'autant plus facilement de donner par Fédus les territoires conquis par Clodion aux Francs pour être sûr que les Francs restent bien alliés de Rome. Et ça, c'était très bien vu stratégiquement parce que je vous assure que si les Francs n'avaient pas été là à ce moment-là, sans doute que les Huns auraient juste déferlé sur l'Empire romain. Complètement. Parce qu'en 451, les Huns lancent un raid sur la Gaule. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a du mal à imaginer parfois parce que les Huns et Attila, dans l'imaginaire collectif, on les associe facilement à l'Orient, à l'Asie. Mais les Huns, ils ont fait le chemin jusqu'en Gaule. Jusqu'en Gaule, c'est une traversée incroyable, quoi. En tout cas, le 20 juin 451, c'est la fameuse bataille dite des Champs cataloniques. Et c'est en gros les Huns d'Attila contre l'Empire romain. Officiellement, en tout cas. Parce que dans les faits, au sein même des troupes de l'Empire romain, il y a énormément de soldats francs. Il y a beaucoup de soldats francs. Et les francs sont des guerriers hors pair. Et donc, les francs saliens servent ainsi à ce moment-là l'Empire romain comme jamais. Et à la tête des troupes franques, il y a un personnage qui est peut-être légendaire, lui aussi, il faut bien le reconnaître. On ne sait pas s'il existait, mais en tout cas, il s'appelle Mérovée. C'est le fils supposé de Clodion. Et c'est lui, Mérovée, justement, qui a donné plus tard son nom à la première grande lignée des rois francs. Ce sont les Mérovingiens. En tout cas, à ce moment-là, les Francs, avec Mérovée à leur tête, supposément, servent l'Empire romain de façon indéfectible et ils gagnent avec l'Empire romain contre les Huns à la bataille des Champs cataloniques. Alors là, on peut se demander, mais qu'est-ce que toutes ces histoires peuvent bien avoir à faire avec la littérature et la langue française, parce qu'on est là pour ça quand même. Eh bien, c'est que comme les Francs servent et sont les meilleurs alliés de l'Empire romain parmi les peuples barbares fédérés, comme on le disait, ils doivent aussi savoir parler la langue de l'Empire romain, qui n'est autre que le latin. Donc les Francs, comme on le disait dans l'épisode précédent, parlaient certes francique, mais aussi, de fait, le latin. Et il ne faudrait pas croire là que les Francs avaient une espèce de méfiance ou un rejet du latin comme une langue étrangère inférieure ou concurrente en quelque sorte au francique. Absolument pas. Il y avait une véritable estime des Francs vis-à-vis du latin. Ça, c'est vraiment notable, hein. Pour vous donner un petit exemple, le fils de Mérovée, alors lui, on est sûr qu'il a existé, il s'appelait Childéric. Au passage, c'est aussi lui, Childéric, le père de Clovis. On y viendra après. Et bien, Childéric, donc, quand on a retrouvé son corps, il portait au doigt un anneau en or sur lequel il y avait marqué Childérici Regis. Donc, le roi Childéric, mais écrit en latin et donc pas en francique. Et en plus, sur un anneau en or. Et l'anneau d'or, c'est un signe distinctif bien romain qui signifie que Childéric était considéré de fait par Rome comme un général romain. Et donc assurément, Childéric, en plus de parler le francique, parlait aussi couramment le latin. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que les Francs en particulier ont vraiment adopté et retransformé aussi, bien sûr, au passage, le latin avec leur accent et leurs apports personnels. Et ça, c'est un point vraiment fondamental parce que quelquefois, dans les livres d'histoire, pour simplifier, entre autres, on lit qu'il y a eu des invasions barbares contre l'Empire romain. Voilà, on lit que des barbares ont envahi l'Empire romain, l'ont complètement renversé, ravagé, en pillant tout sur leur passage, parce que voilà, ce sont des peuples barbares comme si c'était dans leur nature presque. Ce sont des barbares, ma foi. Mais sauf que ça, c'est faux. En tout cas, en ce qui concerne ce terme d'invasion barbare, c'est sémantiquement faux, parce que ce terme d'invasion,
il renvoie volontairement à un imaginaire de déferlement délirant qui anéantit tout sur son passage et qui pille sans foi ni loi. Alors que dans les faits, pas du tout, mais pas du tout. Alors bien sûr, il ne faut pas le nier, hein. Il y a eu des peuples barbares, le plus souvent fédérés d'ailleurs à l'Empire romain, qui se sont bien rebellés contre lui et qui ont attaqué des villes et des villages romains. Et parfois, c'est même allé jusqu'à Rome. N'oublions pas qu'en 410, il y a eu le fameux sac de Rome par les Visigoths d'Alaric Ier. Ça, c'est pas rien, hein, et les Visigoths avaient gagné en plus contre Rome. Ça a été vraiment très très marquant pour Rome, même si ça n'a pas été la fin totale de l'Empire romain, puisque les Visigoths, qui étaient un peuple fédéré, se sont retirés après de Rome. Bon, mais en tout cas, tout de même, malgré ces rébellions et ces quelques pillages des villes romaines par les barbares, ces barbares n'ont pas envahi comme ça l'Empire romain du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'invasion barbare comme il y a eu, en revanche, une véritable invasion romaine de la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ par les Romains contre les Gaulois. Et sans doute que la plus belle preuve qu'on ait et qui démontre bien qu'il n'y a pas eu ces fameuses invasions barbares totales et sanguinaires, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons français et absolument pas le francique. Et le français, c'est pas du tout une espèce de sous-francique comme on l'a vu à l'épisode précédent. Si c'était le cas, le français serait aujourd'hui très très proche de l'allemand par exemple, puisque, comme on l'a dit dans un épisode précédent, le francique est une langue germanique. Texte auf Blatt schreiben, das ist das Ziel von der Sorgemeiner Schreibstube. En gros, s'il y avait eu effectivement une ou des invasions barbares au sens strict et littéral du terme par les Francs par exemple, alors les Francs auraient sans doute écrasé et banni presque de fait aussi la langue même de ceux qu'ils venaient d'envahir. Et donc ils auraient peut-être banni le latin et ils auraient possiblement imposé le francique par la force brute ou par la force des choses. Ça aurait été logique et ou légitime. Exactement tout comme quelques siècles plus tôt, les Romains avaient envahi la Gaule et qu'est-ce qui s'était passé? Le gaulois avait disparu au profit du latin, au profit de la langue de l'envahisseur. Et après, quasiment plus de traces du gaulois. Le latin a évincé le gaulois. Notons d'ailleurs que ça tient aussi au fait que le gaulois n'était pas beaucoup écrit. Bon, en tout cas, ça c'est une vraie invasion, l'invasion romaine, mais les Francs, eux, n'ont pas du tout envahi la Gaule de la même façon que l'Empire romain en son temps. Il y a eu un véritable mélange des populations et des cultures, un mélange progressif. Gardons en tête que les barbares fédérés à l'Empire romain se sont même progressivement mis à adopter le mode de vie romain. Par exemple, ils se sont mis à donner des noms et des prénoms romains à leurs enfants. Ça, c'est quand même pas rien. Alors là, avant de finir cet épisode, il va falloir qu'on fasse un petit aparté. En fait, cette expression d'invasion barbare, non seulement c'est une simplification symbolique erronée, mais en plus, c'est une expression qui a été forgée bien après avec une visée presque d'ordre politique. Parce que cette expression d'invasion barbare, elle a été créée en fait au 19e siècle en France. Parce qu'à cette époque, au 19e siècle, donc en France, il y avait un grand peuple ennemi ou rival, c'était le peuple allemand, les Germains, et donc les descendants des barbares, de ces peuples barbares en ligne directe. Et donc à l'époque, on soutenait bien haut et bien fort à l'époque en France, mes amis, regardez ce que les barbares ont pu faire à l'Empire romain. C'était une véritable invasion. Prenons donc garde aux Allemands, chers compatriotes. Les Allemands ne sont rien d'autre que des barbares un peu plus évolués. Et encore, voilà ce que c'était à peu près que le discours sous-jacent et qui soutenait et qui légitimait aussi cette expression simplificatrice d'invasion barbare. Prenez Louis Le Fur, par exemple, qui était un juriste et un professeur à la faculté de droit à l'Université de Paris, quand même. Et dans son Guerre juste et juste paix, écrit en 1919, donc là, juste après la Première Guerre mondiale, il écrit quand même que la brutalité allemande est un trait de race germain et que ce serait erroné de penser que la brutalité allemande est nouvelle et que tout au contraire, elle était déjà incarnée dans la force brutale des Germains qui avaient frappé les Romains. Et il ajoute, il y a là évidemment un trait de race, la manifestation d'une nature barbare et grossière. C'est quand même remarquable, je trouve ça quand même, cet appel à l'histoire, quitte à effacer sa complexité pour en faire un outil politique et un moyen pour justifier des propos politico-raciaux au XXe siècle. Ça, je trouve ça fascinant quand même. Et ce qui est drôle, si on veut, c'est que tandis que pour les Français du 19e et du 20e siècle, les barbares, entre guillemets, c'était des sauvages brutaux, pour les Allemands, au
contraire, à la même époque, ces mêmes peuples barbares, germains, c'était une fierté en tant que peuple vigoureux qui avait mis fin à la décadence de l'Empire romain du 5e siècle. Et ça a été, entre autres, à l'origine du mouvement politique et nationaliste très fort dit du pan-germanisme au début du 19e siècle, juste après les défaites militaires contre les armées napoléoniennes en fait. Alors le pan-germanisme, ça désigne un tout unifié, c'est le terme grec pour tout, pan, voilà. Bon. Et en tout cas, l'idée du pan-germanisme, c'était d'unifier tous les peuples germains et germanophones dans une espèce de grande Allemagne, parce que au début des années 1800, les Allemands, ils n'avaient pas de réelle unité politique. Il y avait à l'époque plein de petits États indépendants. Et donc là, l'idée du pan-germanisme, c'était d'unifier tout ça, de réunir tous ces peuples, avec l'idée du pan-germanisme, tous germains. Et là, l'un des substrats qui a été utilisé pour cette union, à ce moment-là, ça a été l'histoire. Encore une fois, quitte à effacer sa complexité. Parce que le pan-germanisme s'est fondé sur l'histoire et des symboles historiques à ce moment-là, et sur le concept d'une race germanique et d'un peuple germain, ce fameux Volk, qu'on retrouve par exemple aujourd'hui d'ailleurs dans Volkswagen, la voiture du peuple, mais la voiture du peuple germain. Le peuple germain qui descend directement de ces peuples qu'on qualifie de barbares, en même temps en France, mais qui sont à l'époque, pour les Allemands, entre guillemets, une fierté outre-Rhin. Voilà. Parce qu'il y a déjà en germe cette idée de pureté raciale. Et donc à l'époque, vous avez des intellectuels et des philosophes allemands, donc du 19e siècle, qui soutiennent fermement cette thèse. Il y en a un en particulier très connu, c'est Hegel quand même, dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, ça c'est un truc énormissime ça, et il écrit « L'erreur la plus fatale pour un peuple est d'abandonner ses caractères biologiques. L'Allemagne proprement dite s'est gardée pure de tout mélange, sauf sur sa frontière méridionale et occidentale, où la bande de territoire en bordure du Danube et du Rhin fut soumise aux Romains. Les régions d'entre l'Elbe et le Rhin est restée absolument indigène. » Et donc là, vous voyez quand même, on a une référence très claire au peuple germain, ceux qui ont été soumis à Rome et ceux qui ne l'ont pas été et qui sont restés purs, entre guillemets, et qui ont donné la fameuse race allemande. Et ça a été entre autres l'un des terreaux du nazisme, justement, cette notion de Volk, de pureté raciale. Enfin bon, là, d'ailleurs, on vient d'atteindre le point Godwin, je me rends compte. En tout cas, du point de vue des Français, l'image qu'on a des invasions barbares avec leur lot de violences sanguinaires, etc., elle nous vient directement de fait, et en réalité, du 19e siècle. Quand même. Et aussi du 20e. Alors bien sûr, il ne faut pas l'occulter ni le nier. Les Francs ont quand même conquis plus tard par la force des territoires en Gaule, et pas qu'un peu. Et celui qui est à l'origine de ces conquêtes, c'est le fameux Clovis, fils de Childéric, donc le petit-fils de Mérové, s'il a existé. Bon, et ça, le règne de Clovis, c'est quand même quelque chose d'énormissime pour la langue française, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Si ça vous dit de voir l'étymologie de pan, je vous mets le petit épisode ici, voilà. Il y a une histoire assez marrante dedans, c'est une ancienne vidéo en fait, donc bon, si vous voulez aller voir, cette vidéo-là ou les autres étymologies, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est des petites vidéos que je fais, ça dure 1 minute. Voilà. Bah, en gros, chaque vidéo dure 1 minute et en 1 minute, je fais une étymologie. Voilà. Bon, si ça vous intéresse. C'est aussi sur Instagram et TikTok. Je ne connaissais rien à TikTok avant, j'ai posté ça là-bas. Donc bon, qui vivra verra. Une pandémie, un panthéon ou même la panique. Alors qu'est-ce que ces mots peuvent bien avoir en commun? Eh ben, c'est leur première lettre, ce pan, ce P-A-N. Et c'est pas sans raison parce que le mot de pan, il nous vient directement du grec qui veut dire tout ou la totalité. Par exemple, une pandémie, ça nous vient de pan démos, c'est-à-dire que ça touche tout, pan, démos, le peuple. Bon. Mais ça serait oublier un fait assez marrant, c'est que dans la mythologie grecque, il y a justement une divinité très connue et réputée très effrayante qui porte aussi ce nom, c'est Pan, bien sûr. C'est d'ailleurs lui qui joue de la flûte de Pan. Alors, quel est le rapport dans tout ça? Eh bien, Pan, c'est le fils de Mercure et d'une nymphe. Mais quand il est né, il était tellement laid que sa nourrice, prise de panique, l'a abandonné. La panique, c'est ce qu'on éprouve face à Pan en réalité. Ça vient du grec panikos. Alors son père, Mercure, le recueille et, peut-être un peu honteux, le cache dans une peau de lièvre avant de le présenter aux autres dieux de l'Olympe. Et là, il devait être tellement mignon dans sa peau de lièvre que tous les dieux l'ont trouvé adorable et ils l'ont appelé Pan, totalité, pour cette raison. Parce que tous, ils l'avaient trouvé adorable.